Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Aristote. Aristote est un philosophe grec de l'Antiquité, 4e siècle avant Jésus-Christ. Il a été le disciple de Platon, ce qui n'empêchera pas d'être en désaccord avec lui sur de nombreuses questions. Et comme la plupart des philosophes à cette époque, Aristote s'intéressait à tout. Il s'intéressait à tout, c'est-à-dire aussi bien à la métaphysique qu'à la morale, à la science ou à la politique. Et donc aujourd'hui, c'est à la politique qu'on va s'intéresser, ou plus exactement à la question de savoir en quoi l'homme serait, selon la célèbre formule d'Aristote, un animal politique. C'est une expression qui est entrée dans les usages, mais c'est une expression qui est aussi souvent mal comprise. Et c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur cette formule pour tenter de comprendre la pensée qu'il y a derrière. La pensée qui conduit à définir l'homme comme un animal politique. Et vous allez voir qu'on va trouver derrière cette formule une réflexion très riche, une réflexion très profonde sur la nature de l'homme et sur ce qu'implique le fait de vivre en société. Alors déjà, commençons par évacuer une première confusion possible en tout cas, qui serait de croire que l'expression animal politique signifierait que nous serions tous intéressés par la politique ou que nous devrions tous exercer des fonctions politiques. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, même si cette interprétation n'est pas aberrante en soi. Si on tient compte du fait qu'à Athènes, les citoyens exerçaient effectivement des fonctions politiques. Être citoyen d'Athènes, c'était déjà un statut politique. Mais ce n'est pas du tout ça qu'il faut entendre à travers la phrase « l'homme est un animal politique ». En fait, il faudrait plutôt entendre le mot « politique » comme un synonyme de « social ». L'homme est un animal politique, ça veut dire l'homme est un animal social. Et qu'est-ce qui permet de dire ça ? Eh bien, c'est le fait qu'étymologiquement, la police, qui a donné le mot « politique », c'est la cité. On dirait aujourd'hui la société. Être un animal politique, ça veut donc tout simplement dire vivre en société. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que dire que les êtres humains vivent en société, c'est pas un scoop. Oui, les hommes ne vivent pas seuls dans la forêt, on le sait. Mais ce qu'on sait moins, ou en tout cas, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les hommes vivent rassemblés plutôt qu'isolés ? C'est pas évident. Et c'est d'autant moins évident si on pense, comme le pensait Freud, que l'être humain n'est peut-être pas fait pour vivre en société. Qu'il n'est peut-être pas fait pour aimer ses semblables. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'homme n'est pas fait pour vivre en société ? Ça veut dire que l'être humain n'est pas animé par l'innocence et la bienveillance, mais qu'il est au contraire animé par la pulsion et la destruction. Pour Freud, faire cohabiter les hommes, c'est faire cohabiter des forces adversaires, des pulsions adversaires. D'où le fameux malaise dans la civilisation dont parle Freud, qui désigne le fait que les membres d'une société sont obligés de réprimer leurs pulsions pour vivre ensemble. Et que cette répression pulsionnelle crée de la frustration et de la névrose. Pour Freud, nous sommes tous dénévrosés parce que nous sommes tous contraints de retenir nos pulsions face à l'autre. Mais alors, si les hommes ne sont pas faits pour vivre en société, pourquoi le font-ils ? Eh bien, la première raison que donne Aristote du fait que nous vivions en société, c'est le besoin. Le besoin de quoi ? Le besoin des autres. Parce que sans les autres, je ne peux pas survivre. Vivre seul dans la forêt, pour reprendre cette image, c'est compliqué. Parce que la forêt est peuplée d'animaux hostiles. Des animaux que je ne peux pas vaincre si je suis seul. Et même sans parler des animaux, le climat. Il faut bien se protéger du froid, des intempéries. Donc, construire des abris étanches, des abris composés de matériaux lourds. Et il faut bien les porter, ces matériaux.
pour construire un abri. Et un individu seul n'a pas la force suffisante pour les porter. Je prends des exemples volontairement basiques parce que je voudrais que vous sentiez à quel point c'est concret, le problème du besoin. Le problème de l'interdépendance des individus. C'est le problème de la limite. L'individu seul est limité. En s'associant, et s'associer étymologiquement ça veut dire s'unir, ça veut dire ne faire qu'un. En s'associant les uns aux autres, les individus deviennent beaucoup plus forts, beaucoup plus capables. 10 hommes ensemble peuvent soulever une voiture, alors qu'un homme seul ne le peut pas, même s'il essaie 10 fois. Donc l'adage selon lequel l'union fait la force, il vient d'abord de là, du caractère multiplicateur de l'association. Et quand l'association est dirigée vers l'action, elle devient coopération. On opère à plusieurs. On travaille à plusieurs. Et ce faisant, on crée des choses qu'il serait inenvisageable de créer pour un individu seul. Voilà pourquoi la solidarité s'appelle la solidarité, parce que la solidarité crée la solidité. Donc s'unir, c'est le meilleur moyen d'optimiser ses chances de survie, sans compter ses conditions de vie. Dans un vocabulaire moderne, on pourrait dire que l'association, c'est un avantage évolutif. Coopérer est un avantage évolutif. Je vous recommande à ce sujet l'ouvrage de Kropotkin, théoricien anarchiste, qui s'intitule « L'entraide, un facteur de l'évolution ». Et donc, vivre en société, c'est bénéficier des compétences des autres pour soi, en échange de ces compétences à soi pour les autres. C'est le principe même de l'organisation sociale. La complémentarité des aptitudes au service de la stabilité collective. On pourrait aller jusqu'à dire du bonheur collectif. Si tant est que le bonheur puisse se réduire à une question matérielle. Pour revenir à la citation d'Aristote, c'est ça la signification de l'homme est un animal politique. L'homme est un animal contraint de s'associer avec ses semblables pour survivre. Alors maintenant qu'on a expliqué en quoi l'homme était un être politique, entendu au sens d'être social, il faut maintenant s'arrêter sur le choix du mot « animal ». Aristote était un naturaliste. Il étudiait la biologie animale, avec plus ou moins de réussite, et donc ce n'est pas un hasard s'il utilise ce vocabulaire. En effet, dire que l'homme est un animal politique, c'est dire deux choses. C'est dire, premièrement, que l'homme est un animal, mais c'est dire, deuxièmement, qu'il est un animal à part. Un animal pas tout à fait comme les autres. Parler de l'homme comme d'un animal politique, c'est une manière de dire que sa dimension politique, que sa dimension sociale donc, le distingue des autres animaux. Qu'elle le caractérise en propre. Vous savez, c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez les philosophes, l'idée du trait distinctif de l'être humain. L'idée du propre de l'homme. Bien pour Aristote, le propre de l'homme, c'est la vie en société. C'est l'association des individus et la complémentarité des compétences. Et là, on pourrait rétorquer à Aristote que la coopération n'est pas le propre de l'homme. Les abeilles aussi coopèrent. Les fourmis coopèrent. Et même si on prend simplement le critère de la coexistence, du fait de vivre en groupe, alors là, énormément d'animaux sont concernés. Énormément d'animaux ont une existence grégaire. Grégaire qu'on retrouve dans agrégé ou dans égrégore, ça veut dire qui forment un groupe, qui s'agglomèrent. Donc de ce point de vue-là, peut-on vraiment parler d'une spécificité humaine quant au fait de vivre en groupe ? Eh bien pour Aristote, oui. Il y a une spécificité humaine, et cette spécificité consiste dans l'instrument que les hommes utilisent pour coopérer, et cet instrument c'est
le langage. Alors bien sûr, Aristote n'avait pas nos connaissances actuelles en éthologie, il n'avait pas connaissance du fait qu'il existe un langage chez les animaux, mais en réalité, ce n'est pas très grave parce que ce que dit Aristote du langage humain par rapport au langage animal reste valable. À savoir que le langage humain permet d'exprimer des choses qu'on ne retrouve pas dans le langage animal. Et ce que permet le langage humain par rapport au langage animal, c'est l'expression du jugement. C'est ça, la caractéristique du langage humain, l'expression du jugement. Or le jugement, c'est ce qui permet d'établir des règles, d'établir des lois, des normes de comportement, c'est-à-dire des choses indispensables à la coexistence humaine. Pour qu'il y ait coexistence, pour qu'il y ait communauté, il faut qu'il y ait monde commun. Un monde commun, c'est-à-dire un monde dans lequel on partage un certain nombre de pratiques et de conceptions qui justifient ces pratiques. Et donc si l'homme est le seul animal à pouvoir exprimer des jugements, ça veut dire que l'homme était le seul animal à pouvoir être qualifié d'animal politique. Parce que c'est le seul animal capable d'instaurer des normes de vie collective en fonction du jugement de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Le langage humain est le seul à rendre possible l'expression de la notion de justice. Donc c'est ça la marque caractéristique du langage humain par rapport au langage animal, l'expression d'un esprit qui superpose à la réalité concrète et naturelle une réalité abstraite et culturelle. Et c'est volontairement que j'emploie le mot esprit, parce que le mot langage véhicule quelque chose de plus que la simple parole. Le mot langage, l'étymologie du mot langage, c'est logos. Et logos, ça veut dire la raison. Donc quand les êtres humains échangent des mots, ils n'échangent pas seulement des informations pratiques. Ils échangent également des idées. Ils échangent du sens. C'est ça la différence. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on est doté d'un langage commun, quand on est capable de s'entendre grâce au langage, on devient beaucoup plus performant. Collectivement performant. C'est le sens de la coopération permis par le langage humain qui a permis d'édifier les civilisations. Pour le meilleur ou pour le pire. La tour de Babel, c'est cette allégorie de la coopération des hommes par le langage, des hommes qui devenaient dès lors une menace pour Dieu, et que Dieu a divisé en créant toutes les langues pour que les hommes se retrouvent dans l'incapacité de coopérer. La coopération fait concurrence à Dieu lui-même. Parce que la coopération permet de faire émerger l'impossible. Parce que la coopération fait sortir de terre des maisons, des villes, des industries. C'est-à-dire des choses qu'aucun individu seul ne serait en mesure d'envisager. Et quel que soit notre jugement, justement, sur ce que la civilisation humaine a édifié, force est d'admettre que ce qu'elle a édifié n'est pas seulement le fruit de son orgueil, mais aussi le fruit de la coopération. Et pour rester dans les récits mythiques, remarquons que le mythe de Prométhée corrobore cette idée. Le mythe de Prométhée qui nous dit que pour que les hommes puissent survivre face aux autres animaux, Prométhée leur a transmis le feu sacré des dieux, le feu représentant l'intelligence, et donc l'expression de l'intelligence par le langage. En donnant le feu de l'intelligence aux hommes, Prométhée leur donnait le moyen de coopérer par le langage, et ainsi de surpasser les dieux. C'est très important de comprendre cette idée, le fait que le langage humain ne se réduit pas au simple signal sonore. Un enfant qui pleure ou qui crie, c'est un enfant qui extériorise une sensation. Et c'est aux parents d'interpréter ce signal sonore pour comprendre ce que l'enfant réclame. Mais en grandissant, l'enfant va apprendre à verbaliser. C'est-à-dire
à utiliser le verbe. La parole construite et élaborée. Pour exprimer d'abord ses besoins, puis ses désirs, et enfin ses pensées. L'enfant qui pleure parce qu'il a faim ne pense pas. Ce n'est pas son esprit qui se verbalise, c'est son corps. L'apprentissage du langage, c'est l'apprentissage de la verbalisation de l'esprit. Au commencement, il y eut le verbe, mais au commencement, il y eut l'esprit. Le verbe, c'est l'esprit en tant qu'il se manifeste. C'est l'esprit en tant qu'il s'extériorise de lui-même dans le temps. C'est exactement ça qu'il se produit quand on exprime une idée. L'idée est là, et nos mots viennent exprimer l'idée dans une séquence temporelle. C'est pour ça que les conversations sont moins une affaire de mots qu'une affaire de rythme. En tous les cas, retenons que, pour Aristote, définir l'homme comme un animal politique, c'est le définir comme un animal doté d'un langage lui permettant de coopérer et d'édifier des normes de vie communes. Si on voulait aller encore un peu plus loin dans l'analyse de la phrase d'Aristote, on pourrait préciser que sa citation complète n'est en fait pas « l'homme est un animal politique », mais l'homme est par nature un animal politique. Et ça, c'est très intéressant. Non pas que ça change radicalement le sens de la phrase initiale, mais parce que ça apporte un élément de réflexion décisif sur la question du rapport entre nature et culture. En règle générale, il est convenu de dire que la culture est ce qui s'oppose à la nature. Mais si on y réfléchit, c'est un peu ambigu. Parce que la culture ne vient pas de nulle part. La culture est le produit de la nature. Si l'homme a inventé le langage, s'il a inventé l'art, la morale, c'est parce que c'était dans sa nature d'inventer le langage, l'art et la morale. Les facultés humaines qui lui ont permis de créer la culture sont inscrites dans sa nature. Pour reprendre l'exemple de l'enfant qui apprend à parler, c'est parce que l'enfant a la capacité naturelle, c'est-à-dire la capacité physiologique de produire du sens et de l'exprimer, qu'il peut apprendre à parler. La culture n'est jamais séparée, elle n'est jamais dissociée de la nature. Et donc si on suit le raisonnement d'Aristote, ça consiste à dire qu'en créant la société, l'homme ne sort pas de sa nature, mais au contraire, il accomplit sa nature. La nature d'une chose, c'est son essence. Et l'essence d'une chose, c'est ce que cette chose est vouée à être. C'est ce qu'elle sera dans son stade ultime. C'est-à-dire, une fois qu'elle aura accompli son potentiel. C'est la distinction qu'on trouve en philosophie entre exister en acte et exister en puissance. Exister en acte, ça veut dire exister dans les faits. L'acte, c'est ce qui est. Alors qu'exister en puissance, ça veut dire exister de manière potentielle. Ça veut dire être en germe. La puissance, c'est ce qui n'est pas encore réalisé, mais qui contient en soi son principe de réalisation. La graine, c'est la fleur en puissance. La graine n'est pas encore la fleur, elle n'a pas encore actualisé sa nature, mais la nature de la graine n'est pas de rester graine. La nature de la graine, c'est de devenir fleur. Bien de la même façon, la nature de l'homme n'était pas de rester un animal parmi les animaux. La nature de l'homme, c'était d'actualiser son potentiel d'homme, c'est-à-dire de devenir un être social. Et là, j'aimerais prendre quelques instants pour explorer un peu plus en profondeur cette notion de nature.
Parce que chez Aristote, la nature, ce n'est pas seulement l'essence. Ce n'est pas seulement ce qu'une chose est vouée à devenir. La nature, c'est aussi l'univers. Physis en grec. L'univers en tant que manifestation physique dotée d'une intelligence. Pourquoi dotée d'une intelligence ? Parce que pour Aristote, et pour les anciens en général, la nature n'est pas seulement un agglomérat d'atomes. Parce qu'un agglomérat d'atomes ne donne pas un univers ordonné. Une matière qui n'est pas ordonnée, une matière qui n'est pas organisée, ça ne donne pas l'univers. Ça donne le chaos. Or l'univers n'est pas chaotique. L'univers est organisé. Rappelons que cosmos, en grec, ça veut dire harmonie. Et le fait que l'univers soit organisé, le fait qu'il soit structuré par des lois, c'est ce qui le rend intelligible. Pour que l'univers soit intelligible, il faut nécessairement qu'il soit organisé. Il faut qu'on observe des régularités, des récurrences. Il faut que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que sans ça, nos équations ne fonctionnent plus. Imaginez si, à tout moment, l'univers pouvait désobéir à ses propres lois. S'il pouvait changer les principes de son organisation. L'univers deviendrait littéralement incompréhensible. Donc l'univers est organisé, et pour Aristote, l'organisation est la marque d'une intention. Plus précisément, elle est la marque d'une finalité. C'est ce qu'on appelle une vision finaliste, c'est-à-dire une vision dans laquelle chaque chose existe en vue d'un but, en vue d'une finalité. C'est l'idée qu'on retrouve dans la phrase « La nature est bien faite ». Dire que la nature est bien faite, c'est dire qu'elle ne produit rien en vain. Autrement dit, tout ce que la nature crée a une utilité du point de vue de sa propre perpétuation, du point de vue de son propre fonctionnement. Et si la nature ne produit rien en vain, alors ça veut dire que l'impuissance de l'homme, lorsqu'il est seul, a aussi une fonction. Et cette fonction, c'est de pousser les hommes à s'associer avec leurs semblables pour former une communauté. Pour Aristote, l'homme est par nature un animal politique, car la nature a créé les hommes de telle sorte qu'ils soient interdépendants. Et donc, dans la nécessité de s'unir aux autres par l'intermédiaire du langage. Donc si on suit le raisonnement d'Aristote, le fait que les hommes vivent en société n'est pas un accident de l'histoire. Ce n'est pas un hasard de l'histoire. C'est une nécessité. C'est une nécessité au sens où les hommes ayant été créés limités, ayant été créés démunis lorsqu'ils sont seuls, ils n'avaient pas d'autre choix que de coopérer pour survivre. C'est parce que nous sommes impuissants quand nous sommes seuls, et que cette impuissance nous condamne à la mort, qu'elle devient paradoxalement le moteur de notre salut. Parce qu'elle devient le moteur de notre union. Les hommes sont condamnés à coopérer. Je cite. Ce que chaque chose est, une fois que sa genèse est complètement achevée, c'est cela que nous disons être la nature de cette chose. Il est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l'homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité est soit un être dégradé, soit un être surhumain. C'est pourquoi il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire, car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain. Or, seul parmi les animaux, l'homme a un langage. Certes, la voix est le signe du douloureux et de l'agréable, aussi la rencontre-t-on chez les animaux. Leur nature, en effet, est parvenue jusqu'au point d'éprouver la sensation du douloureux et de l'agréable, et de se les signifier mutuellement.
Mais le langage existe en vue de manifester l'avantageux et le nuisible, et par suite aussi le juste et l'injuste. Il n'y a en effet qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux, le fait que seuls, ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste, et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité. Ce besoin qui relie les êtres humains les uns aux autres, ce n'est pas seulement un besoin au sens fonctionnel du terme. Ce n'est pas seulement des compétences de l'autre que nous avons besoin. C'est aussi, et j'oserais dire, plus fondamentalement, de sa présence. La solitude, l'isolement, c'est quelque chose qui peut rendre un homme fou. Dans l'isolement, dans la séparation absolue vis-à-vis d'autrui, il est possible de vivre, mais il est impossible d'exister. Exister, ex sistere, ça veut dire sortir de soi. Ça veut dire se manifester. Exister, c'est être pour un autre. Parce que c'est par le détour de l'autre que je prends conscience de mon existence. Exister, c'est être l'extérieur de l'autre. C'est être aux yeux de l'autre. Lorsque Robinson Crusoe fait naufrage, sa première préoccupation est de survivre physiquement. Survivre physiquement en étant seul. Mais une fois parvenu à s'adapter à son milieu et à y satisfaire ses besoins vitaux, sa préoccupation devient de survivre psychiquement. Rappelez-vous la scène du film Seul au monde, dans lequel le personnage joué par Tom Hanks s'invente un ami imaginaire en la personne de son ballon de volley-ball. Il lui donne même un nom, Wilson. Et quand le ballon dérive au large, Tom Hanks manque de se noyer pour pouvoir le récupérer. Il crie son nom de désespoir. Il lui demande pardon. Parce que ce qu'il perd à ce moment-là, ce n'est pas un ballon de volley. C'est l'autre. C'est la présence de l'autre qui disparaît. Ce ballon matérialisait pour Tom Hanks son existence pour un autre. Son existence aux yeux du monde et de la société. Quand Robinson Crusoe rencontre Vendredi pour la première fois, il rencontre celui qui va lui permettre d'exister. Et si Robinson a donné pour nom à Vendredi un jour de la semaine, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est un point de contact avec la civilisation. Il l'a rencontré un vendredi, et ce vendredi permet à Robinson de rester connecté au monde, de vivre au même calendrier que le monde. Savoir quel jour on est, c'est participer au même concert que le monde. Nous avons besoin de l'autre pour survivre, mais nous avons aussi besoin de l'autre pour exister. Car sans l'autre, qui suis-je sinon une conscience qui erre dans le monde ? Je vous remercie.